Nous y voilà, c'est l'heure de Point Culture, plein feu dans cette édition sur un géant du panthéon littéraire et culturel mauricien, Joseph Tsangmankin. Homme de culture, homme d'État et homme de lettres, Joseph Tsangmankin aura produit une œuvre prolifique à laquelle le Centre culturel d'expression française consacrait une soirée littéraire le vendredi 19 avril 2013. Nous vous proposons des moments de cette soirée et en parallèle les réflexions de cet homme né un 12 mars, qui se veut transculturel, passionné par son pays, qui réfléchit sur l'avenir de l'homme et qui également aura fait honneur à Maurice en se voyant décerner le prix Brilliance of China, une reconnaissance mondiale de sa contribution à la diaspora chinoise. Aujourd'hui, c'est surtout le poète et le penseur qui nous parlent. Ce fut durant le bicentenaire de la ville de Port-Louis que notre père, Willy Tsangmankin, jeune commis à l'espérance trébuchée, rendant visite à sa tante à Port-Louis, rue Magon, voit une jeune fille passer devant la porte de la boutique. Un texte lu par une autre personne a un autre rythme et m'a fait découvrir certaines choses que moi, je n'avais même pas senties dans mes propres textes. L'effet que ça fait pour un auteur de voir qu'on parle de son œuvre comme ça, de son vivant, c'est assez inhabituel parce que j'avais d'abord dit à mes amis qu'il faudrait attendre ma mort. Hein, mais là, ils ont dit, mais il faut l'entendre, il faut avoir le gars à profiter de son vivant. Bon, très bien, bon, ça m'a pas déplu. Il est ébloui. Demande à voir sa mère, à qui il demande sur le champ la main de sa fille, qui refuse. Mais cette jeune fille, c'est cette jeune fille qui finira par céder, sera maman. Un auteur, il vit sur plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de vie de l'individu. Et moi, j'aime souvent employer cette image de l'échelle de Jacob dans la Bible, où il raconte comment un homme, bon, il grimpe une échelle. Ce texte-là a été écrit en 1968. Il aurait été écrit aujourd'hui ou il y a 10 ans avant, ça aurait paru assez familier parce que nous sommes habitués aujourd'hui à une littérature indépendante. Mais écrire cela en 1968, croyez-moi, ça relève de l'exploit. Robert, à toi la parole. Donc, 12 mars, je vous salue mon île. Je vous salue mon île, arrachée à l'oubli, où les matins en fleurs acclament le soleil. Les dauphins courent après boutres et caravelles, et les dugongs dodus somnolent, indifférents. Les émotions poétiques, tout le monde les connaît. Par exemple, quelqu'un, même la personne la plus fruste, se trouve, disons, devant la mer, ou bien le soir, il regarde, il s'allonge sur l'herbe, il regarde les étoiles. Il sent qu'il y a quelque chose qui dépasse l'homme. Mais plus on monte, il y a à ce moment-là, c'est là qu'on arrive, on monte dans le niveau de l'intellectuel et même de la spiritualité. Ce que beaucoup cherchent, c'est la sérénité, la paix, la rencontre avec l'atma de l'intérieur. Alors la poésie maintenant, c'est la transcription de ce fait de grimper ces escaliers à chaque instant. Je vous salue mon île où meurent les volcans. Les marins sont venus enfouir leurs trésors. La canne fait son sucre où le Tenrec se terre, Boulbouls et Gourami dialoguent dans la paix. Je vous salue, mon île, arrosée d'alizés. Les peuples nus d'Afrique, de l'Inde et de la Chine ont nourri de leur sang et du feu de leurs rêves la terre mauricienne, aujourd'hui souveraine. Et aujourd'hui, Maurice est né, Maurice est fier de ses jeunes couleurs, rouges et bleues, jaunes et verts. Les fantômes du doute ont tous déménagé, le peuple et le soleil se lèvent et se saluent. Nous avons eu, notre génération, une formation d'humaniste avec, il est vrai, les sciences, physique, chimie, biologie, mathématiques, mais aussi l'anglais, français, la littérature anglaise, la littérature française, l'histoire et tout. Ah, l'innocence et l'ivresse et l'extase de ces années 60 dans le Wildcat à Port-Louis. On dévore les odeurs, on adore Éluard, Milhaud, Somnol, à Lofoten, Beckett traque l'enfer, et Saint-Jean-Perse nous reçoit dans son campement de vent, de vagues et de lumière. Camus est là, et Sartre, et Monterland, Einstein, Teilhard, Tagore, Lao Tse.
nous réduisent à Dieu. Presley et les Beatles. La deuxième chose, c'est l'étude de la littérature. Alors, dans le système français, il y a ce qu'on appelle la philosophie. Donc, on étudie un peu la pensée des Grecs, des penseurs, des philosophes français, anglais, dans les penseurs qui ont marqué les étapes de la réflexion humaine. On était là à un moment de l'histoire, vraiment, il y avait un concours de circonstances que le pays avançait vers l'indépendance. Dans le monde entier, il y a eu la fin de la guerre. Ensuite, il y a l'espoir de la reconstruction. Et en même temps, l'Union soviétique venait avec une nouvelle vision du monde. Donc, il y a eu la concurrence entre le monde communiste et le monde qui dit libre, en concurrence, qui chacun proposait un type de société pour le bonheur de l'homme. Ils construisaient à leur insu, ils enflammaient nos espérances. Ils animaient notre réseau, ils habitaient notre miroir. Nous ne pouvions rien pour eux, nous pouvions tout pour nous. Nous avions tout pour nous. Il y avait Cabon, doux comme Cadou, Kélibé Kéliba, terrain plus souple que le feu, André Masson, bûcher ardent, et Malcolm de Chazal à la poursuite de Pégase invisible, faisant 3 fois le tour du champ de Mars, éclairait ses disciples. Il y avait Rava, à petits pas, à l'ombre du Père Laval. Qu'est-il donc allé faire dehors dans le cyclone? J'étais témoin de l'explosion de la créativité dans l'Inde à partir de son cinéma, de sa musique dans les années fin 40, 45, 50. Ça, c'était les grands chefs-d'œuvre du cinéma indien, et la musique également. Et en même temps, la découverte de l'Orient par les Beatles qui enrichit l'inspiration des Beatles. Ce qui fait que... et puis, le grand mouvement comment on appelle ça là, de la grande libération qui a commencé à l'université américaine, là, les Flower People. Tout se passait alors, soit à la rue Dumas, soit à la rue Saint-Georges. Nos 2 grands quotidiens, le Mauricien, Advance, en marge de leur politique, s'ouvraient aux choses de l'esprit, allumaient les débats avec Régis Fanchette et Raymond Charles. Il y avait aussi le Cernéen avec Magda Marlène. Édouard Monique, bibliothécaire de la ville, et Jacques Riot, dans la forêt des Sortilèges, nous faisait entrevoir ces cathédrales vides. Et on avait encore plus de temps, on ne pensait pas tellement à l'argent. Quand on voulait voir quelqu'un, on débarquait chez lui, la porte n'était jamais fermée, il n'y avait pas coup de téléphone, on arrive là, disons chez Jean Prosper ou bien Emmanuel Juste, on a débarqué, il sort son peg, on boit ensemble, on bavarde, on lit un poème. C'est informel, c'est spontané, c'est naturel. Mais donc, question, est-ce qu'on aura cette génération ou bien c'est terminé complètement? Comment donc oublier Raymond de Kerverre, qui ne pouvait écrire qu'en alexandrin, qui ne pouvait parler qu'en vers alexandrin? Ou bien René Noyau, homme authentique, surréaliste et créoliste d'avant-garde. Notre génération a eu la chance de se trouver à ce moment-là, et aussi on a eu la chance d'avoir des professeurs qui n'étaient pas des commerçants, hein. C'était des professeurs, c'était des gourous, c'était des hommes qui vous donnaient toutes ces connaissances, qui ne pensaient pas à l'argent, qui partageaient ce qu'ils avaient avec leur cœur. Moi, je me souviens bien de mes professeurs, les Gopol, les Nérac, hein, les Télescou, les Assarapin. Tous ces gars-là, des gens extraordinaires. Alors donc on était nourris à un moment où on entrait dans le monde et le monde était en expansion, à la découverte de tant de choses. Et aussi dans le domaine scientifique, on lançait le chien Laika dans l'espace, on allait dans la conquête de l'espace. C'était un monde nouveau. Alors donc, nos rêves étaient nourris par toutes ces excitations extérieures. Nous voici aujourd'hui revenus dans le pays de nos ancêtres, en terre Aka. Jadis nommé Kaïnchou, fort célèbre par ses lettrés,
et pour ses lettres. Puis récemment, depuis moins de 100 ans, Moyenne, comté des Prunes, ou Messienne, selon la langue majoritaire. Et maintenant, Méjou, sous-préfecture des Prunes, terre de pèlerinage, où les Hakkas de la diaspora, lassés de leurs exils, viennent s'abreuver à leurs sources. Nous voici revenus. Si on prend par exemple pour commencer le grand chant Hakka. Dernière étape, dernier refuge. D'abord, il faut savoir que le peuple Hakka a été un peuple, disons, marginalisé, persécuté, qui a développé sa cuisine de bread salé, de viande salée, de poisson salé à partir du besoin de fuir tout le temps parce que ils se trouvent là quelque part et ensuite ils sont attaqués, il faut fuir, donc il n'y a que le salé qu'on puisse emporter. Et quand je suis arrivé en Chine, j'ai rencontré les parents, la famille, les cousins et tout. Et là, pendant 2 ou 3 heures, mon oncle m'a raconté l'histoire d'une famille chinoise, sa famille, la misère, la faim, les persécutions. Notre mémoire remonte au nord du fleuve jaune. Notre histoire est en marche depuis plus de 20 siècles. Nous avions fui la nuit, nous avions fui le jour. Ces troupes s'acharnaient contre notre existence. Nous lui avions dit non quand il brûla les livres et enterra vivants les savants et les sages. Or, chassés de nos terres et privés de nos titres, nous avons constitué nos archives pour le jour du retour. Nous sommes partis du nord pour les plaines du centre. Nous sommes partis du centre pour les terres du midi. Nous avons maintenu le lieu, le lien de chaque individu dans les tissus de la famille, dans le réseau du clan. Et nous avons adjoint au nom de chaque fils de la même génération un même nom d'accompagnement, Pepis ou Pino, pris d'une liste de 60 signes. Et nos filles Hakka eurent aussi leur Pino. Ainsi donc, sommes-nous la mémoire et l'histoire de la mouvance des Han, car oublier sa langue, c'est perdre ses racines. Moi, j'avais un oncle qui était parti avec les nationalistes à Taïwan. Lui, il était gardé à la maison, il était puni. Et quand il y a eu les gardes rouges qui sont venus, on a brûlé 2000 poèmes d'un de mes ancêtres. D'ailleurs, on les a perdus définitivement. 2000 poèmes. Et c'est là que j'ai pris conscience que l'histoire de ma famille, des Tsang en Chine, ce n'est pas l'histoire d'une seule famille, c'est l'histoire de tout ce peuple chinois. Et quand on regarde un peu plus loin, ce n'est pas l'histoire du peuple chinois seulement, c'est l'histoire de la misère humaine. Alors donc, nous, on a vu dans cette histoire, c'est un peuple qui s'est remis debout. Et c'est là que le point important que j'ai tenu à faire dans le livre, c'est de dire que il y a aussi la solidarité humaine, parce que si on lit bien le texte, les Hakkas sont venus à Maurice, bien sûr, ils sont allés ailleurs, mais partout où ils sont allés, ils ont reçu l'aide des gens du pays, parce que sans les autres, on ne peut rien faire. Qui se croient tout permis, parce qu'ils sont les plus forts, parce qu'ils sont les plus riches, contre les Mandchous d'abord, contre les Anglais ensuite. Les Hakkas, les premiers, se levèrent comme ils durent, et le prix du défi s'élève à 20 millions de morts. Salut à toi, peuple Hakka, peuple de la révolte, peuple de terroristes, comme il vous appellerait si c'était aujourd'hui votre combat. La reconnaissance de ses racines, de son identité, d'où l'on vient, je crois que c'est absolument nécessaire pour l'équilibre d'un individu. Transculturalité maintenant. Bon, moi je dis qu'à Maurice, quand on se dit qu'on connaît la culture hindoue, non. On connaît la culture, disons, créole, non. C'est là que je me dis, nous avons ces connaissances, il nous faudrait aller vers l'autre, fouiller un peu plus. Comme tout autre Mauricien, exposé à la culture des autres communautés, j'ai un double héritage. Le donner, d'abord, une charge ethnique, alliée à un milieu, une famille, un clan, des pratiques, un réseau de liens et d'habitudes, une éthique, un code de conduite, des valeurs,
l'accès à une langue, le Hakka, une culture, un pays ancestral, la Chine, c'est-à-dire des habitudes culturelles cultivées depuis des millénaires. Et de là l'accès à l'Extrême-Orient. Que je le veuille ou pas, je suis classé par le non-chinois dans une communauté bien distincte. On pourrait bien avoir une faculté de culture comparée à Maurice. Alors nous, étant Mauriciens, on voit les deux côtés, on est les mieux équipés, les mieux avertis. Je dis que le Mauricien est mieux placé que n'importe qui au monde. Je dis bien au monde parce que j'ai eu la chance d'être sur tous les continents. J'étais partout. Vient ensuite l'autre part, l'acquis, ma mauricianité, mon yin, l'ouverture au monde, la fécondation par contact avec les autres, les langues mauriciennes, le créole, le français, l'anglais, le latin, le grec, l'espagnol, l'italien, l'anglo-saxon. Et en dehors de la musique chinoise pentatonique de mon adolescence, il y avait Josquin-des-Prés et Bach, en même temps les Beatles et Lata Mangeshkar, qui m'a tôt habitué aux rythmes indiens et me permettent d'accéder à un autre état de bien-être. L'acquis, c'est aussi la cuisine créole. Et derrière tout cela, l'Inde, la France, l'Afrique, l'Angleterre, l'islam, le monde judéo-chrétien, le bouddhisme, c'est toutes ces autres cultures, l'enrichissement. Je parle donc d'un itinéraire et d'une synthèse, le métissage culturel. La littérature est indispensable pour l'équilibre de l'homme, c'est-à-dire qu'il faut se remettre à apprendre des poèmes par cœur. Il est vrai que souvent on apprend des poèmes, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne comprend pas l'intégralité de ce que signifie tel texte, ça fait rien. On l'apprend, on l'a appris, on grandit, et quand on grandit avec ça, et ces paroles, ces idées reviennent, et là on se dit, il y a ça. Alors donc, surtout aujourd'hui, il y a pas mal de livres qui essayent de cerner le personnage historique. Bon. Dans les grands courants, il y a plusieurs. Hein. Il y a, à cette époque que j'ai écrit, il y avait, disons, le Jésus, roi, fils de David, héritier au trône de David, et qui, lui, aurait entrepris de reconquérir son trône par la force. Alors moi, dans cette pièce, j'ai pris parce que j'ai fouillé beaucoup sur le fond historique, j'ai beaucoup de détails, mais le personnage que j'ai retenu, c'est l'héritier au trône de David qui va essayer de reconquérir son trône par la force. Maintenant, je dis cela avec beaucoup de précaution parce que je n'affirme pas que c'est la vérité. C'est une création. C'est une création d'un auteur. Enfin te voilà. J'en suis vraiment heureux, reconnaissant même à notre brave procurateur. 3 ans, oui, 3 ans que j'attends ce moment. En Galilée, j'ai failli te capturer, mais tu t'es toujours faufilé entre mes doigts. Je commençais à désespérer. Mais tu es là, et je m'en réjouis. On raconte que tu as été en Égypte, qu'avec toi les paralytiques marchent, les aveugles voient, les muets parlent. Alors, fais-moi un miracle. C'est une pièce que j'ai écrite du temps où j'étais un très grand admirateur de quelques très grands auteurs. Je peux mentionner entre autres Monterland. Il y a lui surtout qui m'a profondément influencé. Monterland et Camus. Il y avait les pièces de Camus et de Monterland. Ça, vraiment, j'en faisais ma nourriture. Cette scène a été écrite, je crois, une demi-heure, d'une traite, parce que c'est venu comme ça. Reprenons par le commencement. Je t'attends depuis 3 ans. 3 ans qu'Hérodiade et moi, on attend que le Messie se présente. Messie se fait attendre, et voilà. Une fois que l'on a l'occasion de se voir, Messie boude. Toujours rancunier, hein. Tu n'aimes pas ma famille, pourtant nous avons la même tante, Mariam de Jérusalem, la sœur de ta mère, la sœur de la mienne. Nous sommes cousins, faut pas l'oublier, hein.
On ne choisit pas les siens. C'est pour cela que la brebis galeuse dans la famille, toutes les familles, il y en a toujours. Et moi, je la tolère. Tu me boudes d'occuper le trône. Ah, c'est une vieille affaire que tout cela. Maintenant, c'est consacré par l'usage, hein, c'est devenu légitime. Même Rome est d'accord. De toute manière, ce trône reste dans la famille. Fais pas cette tête. Mais je ne veux pas ta mort. Je ne serai pas fratricide. Quand quelqu'un se met à réfléchir, il ne s'attend pas uniquement à la personne, à sa foi. Il s'interroge sur s'il croit. C'est-à-dire que s'il est un croyant en Jésus, il se demande, mais qui c'est? Le personnage historique. Où on le trouve? Dans la Bible. On le retrouve aussi dans d'autres textes. On le cherche, on le cherche. Alors c'est dans cette recherche que moi j'ai effectuée que j'ai trouvé parmi les personnages de Jésus, c'était, et que j'ai retenu pour la pièce, c'est un soldat, un héritier, un soldat, oui, parce qu'il s'est battu, mais un héritier du trône de David et il voulait récupérer son trône. Donc ça c'est l'aspect, comment dire, spéculatif. J'entends dire que tu as été même en Phénicie, hein, à Tyr, hein, et à Sidon, alors qu'on te croyait parti pour toujours chez ton jumeau Thomas à Sidonios. Tu retournes en Galilée en passant par la Décapole. Habile, en effet. Et cette fois, et à chaque fois, ma police arrivait trop tard, comme par exprès. À croire qu'ils étaient de mèche avec toi, hein. C'est cela. Tu ne veux pas m'adresser la parole, tu me méprises à ce point. Bien. Alors tant pis. Je vais te renvoyer à Pilate. Tu as dit que tu es le roi des Juifs, hein? Soit, je vais te vêtir comme il sied un roi. Ah, et maintenant, prends ce sceptre, comme ça tu seras roi. Et tu auras enfin une fin royale, comme les tiens, comme Judas de Gamala, comme Ézéchias. Adieu, cher cousin. Si tu sais faire des miracles, comme on le prétend, c'est le moment d'en faire, hein? On se met à la poursuite de l'argent. Peut-être, faute de poursuivre une grande idée, on est en train de faire ça. Peut-être. Alors c'est là que je crois que la responsabilité des gens, comme nous de ma génération, qui ont eu la chance d'avoir vécu de ces grands moments, c'est de transmettre cela et pousser les uns aux autres de profiter de ces connaissances, non pas en tant que seulement dépositaires ou jouisseurs, mais en recevant ce qu'ils ont autour d'eux, deviennent des créateurs et utilisent ces choses pour donner quelque chose d'autre à la génération suivante. C'est-à-dire, il s'agit donc de bâtir un rêve, un idéal, une vision. C'est ça qu'il nous faut. Merci, mon Dieu, pour tant de choses. Pour l'amour, pour l'amitié, pour l'émerveillement, pour les lois de la nature qui rendent tout explicable, pour la science, pour la physique quantique qui fait place au hasard. Merci pour les nébuleuses qui parlent de toi. Merci pour la santé de mes neveux et nièces. Merci pour le sourire de mes petites filles. Merci pour l'espoir. Merci pour tous ces miracles. Merci, merci mon Dieu. Merci encore de m'avoir mis sur terre, de m'avoir fait de chair et d'os. Merci de nous donner toutes ces bonnes choses. Merci pour les fruits, pour la musique, pour le whisky malt, pour la poésie. C'est tout pour cette édition, nous vous revenons bientôt pour un prochain numéro et d'autres rencontres avec ceux qui font vibrer notre scène locale. Pour l'heure, recevez simplement nos hommages et notre respectueux adios.